Je garde, je le masque. Bonjour, Thierry Dubois, Aviation Week. Est-ce que vous avez eu des annulations de commandes? Et par ailleurs, est-ce que vous avez diminué le nombre de Rafales qui ont été livrés au premier semestre? Vous avez annoncé un total de 7 pour l'Inde et le Qatar. Est-ce que ça aurait été plus sans le Covid? Alors sur les annulations de commandes, la réponse est non. Ce que font nos clients qui versent un certain nombre d'acomptes, c'est quand ils ont une certaine difficulté ou qu'ils ont une crainte de l'avenir, ils décalent. Donc pour l'instant, on n'a pas eu, contrairement à la crise de 2008 où les annulations de commandes étaient tombées fortement, là nous n'avons pas d'annulation de commandes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais dans ce premier semestre, nous n'en avons pas eu. C'est pour ça qu'elles ne sont pas d'ailleurs comptabilisées dans les chiffres que je vous ai donnés. Le 5 est bien des commandes nettes. Donc voilà. Par contre, il y a des décalages de livraison, des gens qui viendront chercher leur avion que l'année prochaine par rapport à ce qui était prévu cette année. Sur le Rafale, on est sur le trait. Donc comme j'ai pas guidé le semestre en termes de livraison, je ne sais pas bien vous dire si on en aurait eu plus ou moins. Évidemment, les travaux ont été un peu ralentis par la crise de Covid, mais vous voyez, on va livrer nos 13 pour l'année, donc on a réussi à peu près à tenir les plannings. Le but était principalement l'Inde, puisque vous savez qu'ils tiennent très fortement à ce que leurs avions soient transférés en Inde rapidement. D'ailleurs, le rapidement, c'est la semaine prochaine. Oui, bonjour, Jean-Marc Tanguy, indépendant. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu de ne pas avoir été concerné par le volet militaire du plan de relance qui a été annoncé il y a quelques semaines par la ministre des Armées? Je parle bien du volet militaire. Est-ce que vous attendez quelque chose du plan de relance qui est annoncé cette fois-ci pour la rentrée, dans lequel on annonce un nouveau volet militaire? Est-ce que concrètement, vous avez dû lire ce rapport parlementaire paru il y a quelques jours, où on évoque également la possibilité de commander un certain nombre de Rafales pour la marine et l'armée de l'air? Est-ce que c'est ceux auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, ou est-ce que c'est des appareils en plus? Et sur la partie Falcon, on sait que 7 Albatros, a priori, sont concernés dans un premier temps, sur les 13 qui avaient été évoqués à une époque en cible. Est-ce que vous pensez qu'on peut accélérer le tempo de ce programme, tout en sachant que vous pourriez être concerné par des annulations de Falcon 2000, qui précisément sont la cellule de l'Albatros? Et même question pour l'Archange, qui lui est concerné par une cellule de Falcon 8X. Merci. Ça fait beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre. Donc sur le plan dit aéronautique, ce qu'on avait fait à la demande de la DGA, c'était évidemment de se préparer à mettre des programmes en anticipation. Car il n'était pas question de créer des nouveaux programmes uniquement pour alimenter une relance ou une anticipation, etc. Dans cette anticipation, le ministère des Armées a décidé que ça devait être à ISO LPM, d'une certaine manière. Donc ISO et LPM, ça permettait sur les budgets économisés à cause du Covid, parce que pas dépensés, de pouvoir anticiper un certain nombre de choses, mais dans une fourchette, rappelez-vous, la ministre l'a dit, de à peu près 800 millions d'euros, dont 600 très directement ont été affectés à des programmes. Un sujet Rafale, si vous prenez 12 avions, c'est bien au-dessus de ces sommes-là. Donc ça ne pouvait pas rentrer dans cette première enveloppe. Alors, déçu ou pas déçu, oui, on est toujours déçu si on n'a pas un résultat qu'on espère. À l'inverse, on savait que cette enveloppe ne le permettait pas. Donc le deuxième volet, c'est le plan de relance. Je rappelle pour la profession d'une manière générale que les activités de défense, de l'industrie de défense sont un stabilisateur économique pour nos sociétés, pas simplement les grands donneurs d'ordre, mais aussi toute la supply chain, que toute cette supply chain, y compris les donneurs d'ordre, sont très implantés en territoire, en région, et que, bien sûr, ce chiffre d'affaires, entre guillemets, ou cette prise de commande dans le domaine de la défense va quasiment exclusivement vers la France. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de parler de relocalisation, c'est immédiatement de la localisation en France. Donc c'est quelque chose de fondamental pour l'ensemble de la profession. Je fais un premier bémol qui est de dire l'inquiétude de la profession, qui est aussi la mienne, c'est que l'exportation va se décaler.
Or, vous savez que notre modèle économique fonctionne avec non seulement les commandes de l'État, mais aussi avec l'exportation. Donc il est absolument nécessaire d'obtenir des contrats à l'exportation. C'est vrai du Rafale et c'est vrai de tout un tas d'autres programmes dans le domaine de la défense. On peut penser qu'avec la crise du Covid, un certain retard va être pris d'une manière générale, et on le verra très certainement, l'année 2020 ne sera pas forcément une année record en termes de prise de commande à l'exportation. Donc ça, c'est un sujet. Pour répondre très précisément sur le sujet Rafale, et comme l'a dit la ministre le jour de l'annonce du plan de soutien aéronautique, il y a des discussions qui datent d'avant la crise Covid sur une tranche complémentaire de Rafale. Il y a une 5e tranche qui est dans la loi de programmation militaire et qui est un petit peu plus loin dans le... Voilà. Donc nous discutons de différentes options avec le ministère de la Défense. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Bien sûr, toute tranche complémentaire, quelle qu'elle soit pour nous, est la bienvenue. Tout nouveau contrat à l'exportation sera aussi le bienvenu. Donc on travaille aux deux. On ne dit pas l'un à la place de l'autre, on dit on travaille sur les deux, en espérant qu'il y en ait bien un des deux qui vienne et qui fuelera nos commandes, notre carnet de commandes et surtout nos livraisons à partir de 2025. Sur les Falcon, donc Archange, on a eu 2. On aimerait bien en avoir un 3e, mais il est inscrit en termes d'options. Après, c'est un problème d'autorisation d'engagement ou de crédit de paiement. Ça dépend si vous avez déjà passé le contrat ou pas. Donc ça, je laisse la Défense savoir si elle doit activer son option et quand. Mais très certainement, nous aurons cette 3e commande de Falcon pour le 8X. Donc ça fait partie du programme. Sur le programme Albatros, effectivement, on devrait démarrer à 7. On sait que la Marine nationale a un besoin complémentaire qui pourrait aller à 12 ou à 13. Si on commande plus tôt, c'est très bien. D'un autre côté, si ce besoin existe, ça viendra. Donc les Falcon 2000, on les vend. Il n'y a pas eu d'annulation de Falcon 2000 à ce jour. Donc tout programme avancé sera le bienvenu. Mais je crois que la priorité pour nous, d'abord, c'est d'avoir des commandes Rafale. Oui, Pierre Tran. Il y a prévision pour le bénéfice pour l'année. Pardon. Est-ce qu'il y a une prévision pour le bénéfice? Pour le, j'entends pas. Bénéfice net. Ah non, on ne gagne pas ça. Non. Vous le savez d'ailleurs. Vous avez fait une prévision sur chiffre d'affaires. On peut tenter la question. OK. Et la livraison... Elle sera en baisse par rapport à l'année dernière. Je peux vous annoncer, c'est peut-être une nouvelle vers les analystes. Mais... et la livraison la semaine prochaine de Rafale pour l'Inde, il y aura combien de Rafale et quel est l'impact financier? Alors, les livraisons sont faites. Celles qui devaient être faites sont faites. La semaine prochaine, c'est un ferry, c'est-à-dire les avions vont se transporter en Inde. Voilà, donc je vous invite à suivre ce qui se passera lundi, on vous dira tout. On fera un communiqué et on vous dira combien d'avions ont décollé de Mérignac. Pardon? Il y aura 6. Bah écoutez, vous verrez. En tout cas, je tiens à dire que les Indiens sont restés présents pendant toute la période du Covid. On a réussi à maintenir avec des mesures ad hoc la formation des pilotes et des mécaniciens pendant cette période pour permettre justement le ferry de la semaine prochaine. Et surtout, nous avons déjà une équipe d'assistants techniques qui se prépare à aider les Indiens à prendre en main l'avion à l'autre bout du monde, en Inde, dans des conditions dont vous savez qu'elles sont aussi difficiles puisque le virus circule en Inde. Quel est votre niveau d'inquiétude pour la survie de vos fournisseurs? Écoutez, il y a eu un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions. Alors, la vérité, c'est que ça va venir par plusieurs lames. Vous aviez la première lame qui était, la liquidité. L'État a immédiatement réagi par des prêts garantis pour couvrir les problématiques de liquidité d'un certain nombre de nos fournisseurs qui n'ont pas forcément des trésoreries solides.
C'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est quand même assez agréable d'avoir une bonne trésorerie quand la crise vient. Hein. C'est l'histoire de quand la BIS fut venue, c'est quand même pas mal d'être prêt à la soutenir, hein, je vous dis. Donc, première mesure de l'État vers la supply chain, c'était ces prêts garantis. Une deuxième parenthèse, c'est que ces prêts garantis, il faudra les rembourser. Hein. Donc, on va voir les lames derrière. Ensuite, la baisse d'activité soudaine décidée par les grands maîtres d'œuvre du fait de l'arrêt quasi total de l'activité aérienne a obligé les donneurs d'ordre comme Airbus et Safran de réduire drastiquement les livraisons. Alors quand je dis les livraisons, évidemment les livraisons d'avions vers les compagnies aériennes, mais surtout la prise en compte des livraisons des fournisseurs vers eux-mêmes. Et ça a fait un arrêt. Voilà. Donc le chômage partiel a permis bien sûr d'aider ces sociétés-là qui étaient dans une difficulté importante. Ça, c'était la première lame. La deuxième lame qui arrive, c'est cette baisse d'activité, elle va être durable. Donc, comme elle est durable, il faut qu'on soit capable de la soutenir. Donc, on a beaucoup plaidé pour le chômage partiel longue durée. Le chômage partiel longue durée, le dispositif ARM, a été mis en place par l'État et a été discuté avec les organisations syndicales dans les branches. Et donc, ceci donne lieu à la capacité pour la supply chain de aussi voir venir le futur pourvu qu'il y ait une reprise d'activité. Donc ça permettait de voir la deuxième lame. La troisième lame, c'est la plus importante, elle est plus longue. C'est que quand la reprise de l'activité va venir, quand la reprise des ventes des avions commerciaux principalement ou des Falcon va reprendre, il faut que cette supply chain soit tout aussi forte, même plus forte qu'elle ne l'était en entrée de jeu. Donc il faut qu'elle puisse se moderniser. Pour pouvoir se moderniser, il fallait mettre en place des fonds qui vont lui permettre, soit en apport de capital, d'abonder leur capital et donc d'avoir des fonds propres pour permettre cette modernisation, soit une ligne qui a été mise en place par l'État dans le cadre du plan de soutien, de pouvoir moderniser, alors avec une vocation de faire des murs un petit peu plus environnementaux, c'est-à-dire moins consommateurs d'énergie, etc., etc., mais aussi d'être capable de faire une modernisation dans le domaine du numérique, car il est clé que notre supply chain et nous-mêmes, les grands donneurs d'ordre, poursuivions notre intégration avec les nouveaux outils numériques. On l'a vu pendant la crise, c'est le numérique d'une certaine manière qui nous a permis de poursuivre l'activité. Donc il est fondamental que cette bataille des données avec les outils soit gagnée non seulement au niveau des grandes sociétés, mais aussi de la supply chain, et ces fonds vont aider. Donc la création du fonds, vous le savez, est en cours. Nous avons sélectionné un fonds en priorité, dans laquelle la négociation est en train de se poursuivre et de se finaliser. Et je voulais que ce fonds soit opérationnel en juillet. Normalement, il devrait l'être à la fin du mois ou en tout début des jours après le mois de juillet. Mais c'est en cours de... Voilà. Et je rappelle que ce fonds, c'est les 4 donneurs d'ordre qui amènent un peu plus de 200 millions d'euros. Enfin 200 millions d'euros exactement. Que l'État, via BPI, apporte 200 millions d'euros aussi. Que le fonds lui-même qu'on a choisi va apporter un certain montant et qu'ensemble, on va aller lever des fonds d'investissement privé pour avoir une enveloppe suffisamment conséquente, sachant qu'au même moment, le GIFAS, lui, a fourni avec la task force la cartographie des sociétés en difficulté de la supply chain. Donc on a l'identification des problématiques et on a un outil qui nous permet normalement de répondre aux besoins de ces sociétés. Et je ne vous cache pas qu'il y aura plusieurs compartiments. Il y a 2 compartiments à ce fonds. Un compartiment pour aider les PME un peu technologiques, et puis un compartiment pour aider à la consolidation, dans le cas où c'est souhaité par les sociétés elles-mêmes, pour les aider à se consolider sur les domaines qu'elles souhaitent. Et donc le fonds sera là pour répondre favorablement à ces besoins-là. Bonjour, Mathieu Rabéchaud, AFP. Comptez-vous recourir au dispositif de chômage partiel de longue durée et dans quelle proportion, et quel va avoir l'impact de la crise sur vos dépenses de recherche-développement dans les années à venir? Alors, sur la deuxième question, donc, dans les planches que je vous ai présentées, je maintiens l'effort d'autofinancement pour le développement de la future gamme Falcon.
donc 6X et NX, dont je ne vous parle pas aujourd'hui, mais dont le développement se fait. Donc vous voyez, le niveau d'autofinancement, vous l'avez vu dans les résultats, reste à haut niveau. Pourquoi ? Mais parce qu'on table sur une sortie de crise, qu'elle soit dans 6 mois ou dans 2 ans, en 2022, il faudra des avions nouveaux. Bon, eh ben on sera là, et si on baissait la garde dans ces domaines-là, on ne serait pas au rendez-vous. Donc ça va coûter en marge. Vous avez vu, les marges ont baissé. C'est la décision du conseil d'administration de faire comme ça. On privilégie la modernisation de notre gamme dans une période difficile, c'est vrai, mais qui est rendue indispensable. Dans la modernisation de l'outil industriel, c'est la même pari que nous prenons. Nous sommes au milieu du gué, puisqu'on a beaucoup de chantiers dans nos usines, comme vous le savez. Ces chantiers iront au bout. Alors, ils sont un peu retardés parce que ça n'a pas beaucoup travaillé pendant la période des 3-4 mois Covid, mais nous irons au bout. Et le troisième chantier, c'est le chantier du numérique, comme je l'ai dit avant. Il est hors de question, alors à la marge, nous avons des recalages de calendrier et des recalages de coûts. On essaiera peut-être de dépenser un petit peu moins, mais en aucun cas on baissera nos ambitions d'avoir les bons outils numériques. On travaille d'arrache-pied avec nos amis de Dassault Systèmes pour être capable d'implémenter ces nouveaux outils pour les développements futurs. Et quand je dis développement futur, c'est non seulement les avions en cours de développement, mais c'est aussi la production. N'oubliez pas que ces outils numériques doivent intégrer la production et le soutien, parce que la clé, c'est de savoir bien gérer les données pour mieux piloter la société. Donc il est absolument nécessaire de ne pas baisser du tout la garde dans ces investissements. Donc investissement autofinancé, investissement industriel, on maintient et on soutient ces développements. Donc ça ne va pas faire beaucoup d'économies, mais je ne suis pas sûr que dans cette période-là, il faille faire des économies si on veut bien en sortir. Donc c'est ce que vous avez pu voir sur les chiffres et que vous verrez encore mieux en fin d'année. Pardon ? Chômage partiel longue durée, oui, on va y avoir recours. Je ne sais pas vous dire encore dans quelle proportion, puisqu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui ne sont pas levées. On est là aussi au milieu du gué, entre la commande Falcon, qui on espère devrait repartir, et les discussions sur le Rafale qu'on a. On adaptera évidemment quand on aura, je dirais, une meilleure vue des choses. Donc on a des hypothèses hautes, des hypothèses basses, et puis on projette des simulations. On a plutôt du travail pour 2020. C'est plutôt les années d'après où il faut savoir où on mettra le curseur de la charge de travail versus les effectifs, et donc avoir ou pas recours au chômage partiel pour les mois ou les années qui viennent pour être capable de voir venir la reprise d'activité. On est encore dans ce travail en transparence, je dois le dire, avec les organisations syndicales de la société. Hartmut Bühl, je voudrais revenir sur le SCAF. Finalement, c'est signé, mais quel est le rôle, quand c'est un avion européen, de l'Agence de défense européenne dans cette affaire? Et est-ce qu'il y a d'autres partenaires encore devant la porte, ou ça reste sur les trois? Écoutez, deux réponses à cette question. Un, il ne faut jamais dire jamais, donc je ne sais pas s'il n'y aura pas d'autres partenaires. Il ne faut pas les exclure. C'est un programme qui va être long, qui va être ambitieux, donc on ne l'exclut pas. Néanmoins, pour arriver à un résultat, le résultat, c'est d'être capable de livrer des avions de combat, des remote carriers, comme on dit, alors des avions de combat avec des moteurs, et un système ad hoc pour 2040, il va falloir ne pas perdre de temps. Pour ne pas perdre de temps, il faut organiser la manœuvre de coopération maintenant. C'est ce que nous faisons avec nos partenaires allemands, et il faut apprendre à bien travailler ensemble, ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas simplement Dassault et Airbus, c'est aussi un certain nombre de sociétés en Allemagne et un certain nombre de sociétés en France. Apprendre à se connaître et apprendre à partager un certain nombre de travaux. Et nous avons décidé, puisque c'était la volonté des deux États, de faire de la place aux Espagnols qui ont rejoint le programme. Donc on est déjà 3. Si on change de partenaire tous les 6 mois, je vous garantis qu'on n'arrivera pas à 2040. Donc l'important, c'est d'abord de bien architecturer ce programme. Après, on verra si on peut accepter d'avoir des nouveaux partenaires, etc. Mais enfin, l'architecture du programme, c'est maintenant. Donc, est-ce que c'est européen quand on est 3 pays européens? Pour moi, oui.
Après, est-ce qu'un projet européen, il faut être 27? Je suis sûr que non, parce que là, on n'y arrive pas. Sauf certains projets qui sont pilotés très directement par la Commission, mais vous avez vu que dans le domaine de la défense, c'est quand même plutôt les États qui ont la main. Christophe Nivelet, Capital, bonsoir. Sur le SCAF, justement, est-ce que vous avez un commentaire sur le rapport sénatorial qui est sorti il y a quelques jours, qui estime impossible la convergence entre le SCAF et le Tempest? Et est-ce que le montant d'irréversibilité est atteint ou à combien sera-t-il atteint pour le SCAF? C'est un peu la même question. On ne peut pas dire jamais, mais aujourd'hui, c'est-à-dire en 2020, 2021, 2022, il est certain qu'il n'y a pas fusion de SCAF et de Tempest. La fusion remettrait les compteurs à zéro et nous replacerait 2 ans en arrière. Donc avec une complexité agrandie du fait qu'on soit encore plus nombreux, dont un partenaire britannique qui aura des ambitions, on ne peut pas le nier. Donc pour l'instant, il y a bien un projet SCAF. Moi, je ne sais pas dire le Tempest ce que c'est, je ne sais pas dire comment il est financé, je ne sais pas dire quelle est son ambition, son programme. Moi, je sais parler simplement du SCAF. Je sais encore mieux parler du NGF dans le SCAF, et donc ça progresse. C'est jamais aussi rapide qu'on le souhaiterait, mais je pense que le temps qu'on passe en ce moment à bâtir est important pour la confiance qui nous permettra d'aller au bout. Donc voilà, on est très content que les Espagnols aient rejoint. Ça met des gens qui sont compétents aussi dans ce programme-là, et c'est le moment de rejoindre. Déjà, c'était compliqué de les faire rejoindre au milieu un petit peu du gué, mais c'était faisable. Donc le rapport sénatorial a vu un certain nombre de personnes et s'est fait son idée sur ce que vous dites. Le résultat, c'est que, c'est existentiel pour les avions de combat en Europe, ou sinon on aura tous des F-35 dans 20 ans. Et 2, la coopération à 3, c'est vraiment celle-là qui permet de lancer le programme. Et nous, on a vraiment besoin qu'il y ait un démonstrateur qui vole en 2026, et donc il est plus temps de discuter, il est temps de vraiment étudier et avoir en tête qu'on va faire voler un avion en 2026. On n'est pas en avance. 6 ans pour une ambition de ce type, pour développer et faire voler un avion de combat de ce type, c'est très ambitieux. Oui, bonsoir. Yann Drock chez Oddo BHF. J'avais 4 petites questions. La première, pour revenir sur votre commentaire sur un espoir de reprise dans la partie Falcon. C'est vrai qu'on voit un redémarrage de certaines transactions sur le marché secondaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu plus de couleur sur on va dire, ce regain d'optimisme? Deuxième question sur le soutien Falcon. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur de la baisse que l'on peut anticiper sur l'ensemble de l'exercice 2020? Troisième question, pour revenir sur la supply chain et spécifiquement sur votre propre supply chain. Combien de fournisseurs pouvez-vous qualifier de, on va dire, à risque ou en grande difficulté sur votre propre supply chain? Et une dernière question un peu plus stratégique sur le monde d'après, sur la partie business jet. Est-ce que vous ne pensez pas que le mix va changer? Donc avec beaucoup plus de propriétés partagées, fraction ownership, et plutôt des jets de milieu de gamme et un tout petit peu moins de haut de gamme. Merci. Alors, je vais essayer de ne pas oublier des réponses aux questions. Sur le Falcon, je vais vous dire, je reste quand même très prudent. D'abord parce que j'ai toujours l'inquiétude que la crise sanitaire du Covid redémarre. Quand je dis redémarre, se poursuit, parce que on parle ici en France, donc on parle plutôt de redémarrage, mais quand vous êtes aux États-Unis, c'est pas du redémarrage, hein, c'est une progression constante de la maladie localement. Alors ça n'arrête pas le travail là-bas, mais ça le perturbe néanmoins. Et ça perturbe aussi les déplacements. Donc si le virus freinait, je pense que l'aviation d'affaires, en particulier dans un environnement contraignant de mesures barrières, de risques sanitaires, l'aviation d'affaires va redémarrer parce que c'est quand même un gage de voyager avec peu de personnes à bord, fréquenter des aéroports un petit peu moins crowded que les aéroports commerciaux, etc. Donc ceux qui peuvent le faire, on l'a vu, louent des avions ou achètent des avions d'occasion pour être capables de faire ça. En tout cas aux États-Unis, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup et ça peut être un moteur d'une certaine relance. Voilà. Mais
soyons prudents parce qu'on n'est pas encore sorti de la problématique sanitaire. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, il y a ce problème sanitaire, il y a le problème économique lié à ce problème sanitaire, mais vous avez aussi les élections aux États-Unis. C'est jamais très propice pour une relance de l'activité dans le contexte délicat. En Asie, qui pourrait être un deuxième poumon de relance, c'est modeste. Hein, les gens revolent avec leurs avions d'affaires, bien sûr, mais l'activité en termes d'achat de nouveaux avions, ça discute. Bon, on verra. Vous savez, les discussions, ça ne fait pas des contrats. Hein. Donc, moi, j'attends que mes vendeurs ramènent des contrats plutôt que de me dire qu'ils discutent beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a quand même conservé beaucoup le lien avec nos clients existants, nos clients futurs, etc. Et qu'il y a beaucoup de discussions qui se font. Je vais tout de suite, d'ailleurs, à la dernière question, parce que c'est quand même un peu lié. L'aviation partagée, c'est pas un modèle facile, hein, donc je suis pas sûr que ça se développe. On pourrait tous penser que ça va se développer, puis finalement, je suis pas sûr qu'un NetJet en ce moment se développe beaucoup. Je suis pas sûr que les concurrents de NetJet soient en bonne santé financière. Donc c'est un marché un petit peu difficile. Je ne suis pas sûr que ça marche beaucoup dans ce domaine-là. Pourtant, les gens veulent louer des avions. Donc, des gens qui achètent des avions, qui le mettent en location dans des sociétés qui sont spécialistes, comme on peut avoir nous à DFS, oui, ça j'y crois fortement. Ça permet etc. Donc, c'est un petit peu tôt. Je pense que quand on se reverra en début d'année prochaine, on pourra mieux évaluer cette reprise. Sur le soutien Falcon, on ne donne pas de chiffres. Moi, je ne crois pas. Je me retourne vers mes collègues, mais non, on ne donne pas de chiffres. Donc, ça a été affecté. Il faut voir que, comme la flotte ne volait plus, le besoin en rechange, en achat de rechange, etc., a immédiatement baissé. Les stations-service Falcon, la charge s'est écroulée du jour au lendemain. Donc, vous pouvez imaginer quand même le fait que ça soit très impactant sur les comptes dans ce domaine-là. Sur la supply chain, je dirais, alors il ne faut pas que je confonde avec ce que j'ai en tête pour le GIFAS complet, parce que j'ai mes deux casquettes, ça se mélange un peu. Il y a une dizaine de sociétés, voilà, c'est une dizaine de sociétés touchées et en danger dans notre supply chain direct Falcon. Donc on va avoir à l'œil pour les soutenir. Et c'était beaucoup plus pour le GIFAS, c'est-à-dire prenant en compte la supply chain Airbus, Safran, etc. Voilà. Et sur le Rafale, évidemment, ça souffre au travers, en fait, l'effet Airbus ou l'effet Falcon. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de renforcer un peu les commandes en termes de Rafale pour équilibrer un peu cette perte de prise de commande dans l'aviation civile, pas simplement Falcon, mais aussi Airbus, puisque beaucoup de sous-traitants en France sont à la fois Airbus, Falcon, Rafale, etc. Je crois que c'est tout. J'ai rien oublié. William Hitchon, la lettre de l'entreprise. Vous avez dit que la transformation de l'entreprise passe par le numérique, notamment pour la supply chain. Quels sont les nouveaux métiers qui émergent au sein de Dassault Aviation ? Alors, en réalité, ce n'est pas complètement des nouveaux métiers. Ce sont pour les métiers traditionnels de concevoir des avions, de produire des avions, de soutenir des avions, de prendre en compte le fait qu'il y a des outils numériques. Si je donnais une image, vous avez toujours le jardinier, il sait toujours le type de terreau qu'il faut mettre, il sait toujours l'exposition, etc. Mais on lui met une tondeuse de gazon bien plus professionnelle, on lui met un outil pour faire des trous bien plus... Voilà, alors il faut lui apprendre et il faut qu'il reconçoive sa façon de concevoir fonction de l'outil. Ça, c'est le plus difficile, puisqu'on a des ingénieurs qui ont l'habitude de concevoir d'une certaine manière, de produire d'une certaine manière, de soutenir les avions d'une certaine manière. Il faut qu'on arrive, et c'est ça ce qu'on a appelé chez nous le bureau d'études étendu, que ceux qui conçoivent à l'origine de l'avion ne soient pas simplement des concepteurs d'avions, mais des concepteurs d'un avion à produire et à soutenir. Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne
nos spécialités en termes d'aérodynamique, de matière, etc. Il y a toujours les grands spécialistes qui sont là et qui connaissent très bien leur domaine et comment on fait voler un avion. Mais il faut que celui qui conçoive l'avion, il se dise, dans mes arbitrages, parce que celui qui conçoit un avion, c'est un architecte, dans mes arbitrages, il faut quand même que je pense qu'un jour, il faut que cet avion soit fabriqué. Donc qu'il soit fabriqué le plus facilement possible pour qu'il coûte le moins cher possible, qu'il soit compétitif, et puis qu'un jour le client soit capable de le soutenir le plus facilement possible, ce qui nécessite de prendre en compte des contraintes et des savoir-faire qui sont dans les usines ou qui sont dans les stations-service ou dans les bases. Voilà. Donc alors, quand je le dis comme ça, tout le monde dit oui, mais c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah, croyez-moi, entre c'est comme ça qu'il faut faire et le faire, bah voilà. Et les outils modernes numériques vont le permettre. Donc une meilleure gestion des usines avec des données qui remontent de manière plus centralisée, des PLM bien plus efficaces. Je vais faire de la pub pour mes amis de Dassault Systèmes, un 3D Experience par exemple, qui offre non seulement des simulations de maquettes numériques, mais des simulations d'usines de fabrication, mais aussi des modèles de filières et aussi des remontées des coûts pour être capable de faire les bons arbitrages. Comment on fait des arbitrages si vous n'avez pas les bonnes données? Et tout ça doit donner lieu à une volonté de la maison d'avoir en réalité une maquette numérique de l'avion, de sa production, de son efficacité en termes techniques, productifs et en coût. Alors c'est là où il va falloir gagner cette bataille des données, gagner aussi la protection de ces données, parce que ça va obliger à des concentrations, d'où des clouds qui seront soit physiquement bien protégés, soit virtuellement tout aussi bien protégés, etc. etc. C'est toute cette bataille qu'on est en train de faire, et on l'amène par exemple aussi avec nos armées, puisque dans le cadre du projet Ravel, du soutien des Rafales, nous mettons en place un cloud entre les armées et nous, qui sera sécurisé et qui va tenir compte des données des industriels et des données des militaires qui vont s'enchevêtrer tout en les protégeant, en conservant d'ailleurs leurs propriétés. C'est un autre sujet un petit peu plus complexe compte tenu des réglementations américaines, européennes, etc., de aussi conserver la propriété de sa donnée et de la protéger. Voilà. Donc c'est toute cette révolution numérique, et c'est pas simplement l'entreprise, parce que les données, elles viennent non seulement de l'entreprise, mais elles viennent des sous-traitants, de nos coopérants. Donc on est en train de le faire, par exemple, avec Airbus, dans le cadre du programme SCAF. Nous calons nos outils ensemble, basés sur 3D Experience. Je leur fais de la pub, ça leur fera pas de mal, mes amis de Dassault Systèmes, mais parce que c'est reconnu par Airbus aussi comme étant le bon outil. Et il va falloir qu'on regarde comment on protège nos données venant d'Airbus, venant de Dassault, comment on travaille ensemble et comment on peut échanger, et surtout comment on se protège ensemble contre des agressions extérieures qui évidemment n'existent pas, mais qu'on voit tous les jours arriver. Donc avec une composante de cyber très importante. Voilà. Donc c'est un grand chantier. Hein. Bonjour, Anuradha Chapar, Times Aerospace. J'ai une question sur l'aviation d'affaires. Vous avez parlé du marché américain qui est impacté par le Covid, mais il y a aussi, selon les analystes, une saturation du long range jet. Ce marché sature. Est-ce que vous pensez qu'il y a des perspectives pour les avions Falcon, notamment le 6X, au Moyen-Orient, puisque c'est un marché quand même porteur? Et dans quel état d'esprit vous irez au Dubai Show en décembre prochain? Écoutez, on verra. En ce qui concerne les salons, en ce moment, c'est plutôt morne pleine, parce que évidemment, ils s'annulent les uns après les autres. Sur le marché du Moyen-Orient pour les Falcon, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'avions d'affaires au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que les déplacements se font plutôt avec beaucoup d'environnement. Donc, privilégie des très gros avions qui permettent d'emmener des grandes délégations ou beaucoup de monde autour. Plus le business va se développer au Moyen-Orient, dans tous les pays du Moyen-Orient, plus les business jets arriveront. Donc il y en a déjà. Hein. On a des grands clients au Moyen-Orient, bien connus, et qui utilisent... voilà. Donc ça va être ça. Nous, on pense que, en particulier, ce qui me permet de répondre peut-être à une des questions à laquelle je n'ai pas répondu avant, le milieu de gamme, alors je ne sais pas trop ce qu'est le milieu de gamme, mais par exemple un 6X 5500 nautique,
au Moyen-Orient, c'est parfait. Vous faites déjà beaucoup de choses. Vous allez en Asie, vous allez en Europe, vous allez même sur la côte Est. Avec une escale, vous pouvez même aller jusqu'à la côte Ouest ou en Amérique du Sud. Donc voilà, alors, est-ce que ça se fera au détriment des ultra long range, comme on dit? Je crois pas. Je pense qu'il y a un marché pour les deux. Ce qu'on continue à faire, c'est améliorer la cabine pour que la cabine soit de plus en plus un espace de travail efficace, donc la problématique des communications, du numérique, et aussi un espace de vie, parce que beaucoup des grands entrepreneurs qui voyagent en avion d'affaires, ils passent des jours et des jours, et quand je dis des jours et des nuits, pour certains, la moitié de l'année, ils sont dans un avion. Donc il leur faut quand même un minimum de confort pour récupérer, dormir, etc., etc. Donc on élargit un peu les cabines, on va vers quelque chose qui est un petit peu plus facile à supporter quand vous faites des vols de plus de 12 heures, par exemple. Donc les deux vont se développer. Les deux sont quand même du haut de gamme, hein, un 6X ou un ultra long range, un 8X ou autre chose. C'est quand même des avions voilà, dans le haut de gamme. Hein. C'est pas ce qu'on appelle le milieu de gamme, qui est plutôt les mid-size chez nos amis d'autres compagnies. Est-ce qu'il y a sursaturation? Je crois pas. Je crois pas qu'il y ait sursaturation. C'est sûr que la compétition est féroce entre les 3-4 grands du domaine. Chacun a son genre de beauté. Bon, moi, je maintiens que d'être capable de faire des avions de combat et des avions d'affaires nous donne un avantage en termes de performance, de sécurité, de modernité, de gestion des vols par rapport à d'autres. Bonjour, Michael Genet, mission CES. Déjà, merci pour tout ce que vous avez mis en place pendant cette crise. Merci pour votre soutien vis-à-vis de vos sous-traitants industriels qui sont en extrême difficulté et qui ne savent même pas comment ça va se passer. Mais vous avez parlé d'innovation, de modernisation numérique. Vos amis, comme vous l'avez très bien dit, Dassault Systèmes ont pris le pas en allant, il y a quelques années, à ce fameux show, le Consumer Electronics Show à Las Vegas, pour toutes les nouvelles technologies. Est-ce que Dassault Aviation et, pourquoi pas, le GIFAS, va aller vers cette politique-là? De plus en plus, on voit sur cette grosse manifestation une avancée énorme des nouvelles technologies. Vous en avez même parlé vous-même par rapport à l'évolution de l'effet carbone et donc ce que l'on doit apporter. C'est aussi un message que nous a été demandé par notre cher président de la République. Vous avez parlé il y a la semaine dernière de mémoire de l'avion à hydrogène, donc ça veut dire nouvelle énergie, nouvelle façon de produire de l'énergie. Est-ce que vous pouvez éventuellement apporter un soutien vis-à-vis de l'ensemble de ces startups qui essayent de rentrer dans cet univers qui est le domaine de l'aéronautique via des nouvelles technologies? On peut le voir, vous avez cette Delta Airlines qui l'année dernière a mis un prototype totalement en place et innovant lors de cette manifestation. Ça peut être des choses, un accompagnement qui peut être mis en place, pourquoi pas, et éviter d'avoir ce qui peut se passer en ce moment, par exemple, pour Ariane Espace, qui continue à marcher très bien. Mais quand on voit que une personne qui sort du monde de l'automobile, Tesla, est capable d'envoyer des personnes directement dans l'espace, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à faire vraiment de totalement innovant dans cette partie révolution numérique et innovation, développement? Si, il y a beaucoup à faire, il n'y a pas de doute, vous mettez le doigt dessus. Après, si je prends le dernier point sur notre ami Elon Musk, il opère aux États-Unis. C'est pas rien de dire ça. C'est-à-dire que, vous levez des fonds privés plus facilement qu'en France, parce que il y a une envie d'avoir des fonds privés. Il n'y a pas une stigmatisation de ceux qui ont des fonds privés. Bon, déjà, premièrement. Deuxièmement, vous avez une capacité de l'administration américaine de se mobiliser quand un projet est un bon projet. Et donc, quand Elon Musk
a réussi grâce à un troisième point important aux États-Unis, qui est la mobilité des savoirs. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont capables de se mobiliser, et donc il a recréé une mobilisation pour arriver à faire une famille de lanceurs avec des méthodes totalement nouvelles, numériques, etc. Il a mobilisé ses équipes, il a réussi à embaucher des ingénieurs de très bon niveau, d'origine différente, hein, et donc, par son génie d'être capable de mobiliser cette énergie, cette innovation, il a eu les soutiens massifs de la NASA, d'un certain nombre d'administrations américaines qui ont contribué à lui apporter aussi leur propre savoir-faire. C'est du gagnant-gagnant. Est-ce qu'on est capable de faire ça en France? C'est une vraie question qui se pose. Le président lui-même, je crois, se pose cette question-là. Bon, on n'est pas américain, on n'est pas avec la même culture américaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument, dans le domaine de l'innovation, aller de l'avant. Alors, les tout petits, oui, je suis d'accord avec vous, il y a certaines pépites qu'il faut faire grandir. Il y a des incubateurs pour ça. Il y a aussi, je le vois dans l'intelligence artificielle, on a mis en place avec Thales un certain nombre d'énergies pour être capable de mobiliser un écosystème autour de ce que nous souhaitons faire pour le futur. Il y a dans le domaine de l'innovation des fonds qui sont mis en place aussi indépendamment de la défense, indépendamment de l'aéronautique, hein, donc il faut le faire. Je pense que c'est un problème de mentalité. Il faut croire à l'innovation. Il faut d'ailleurs croire à l'industrie, hein. Je vais faire un pro-domo de l'industrie, mais ça, c'est assez facile étant Dassault. Il faut croire dans son industrie. Il faut croire dans son industrie de défense, il faut croire dans son industrie en général. Tout le monde le dit, mais il faut le faire. Voilà. Donc je ne dis pas que l'État ne le fait pas. Je dis que c'est un état d'esprit dans lequel il faut que la France retrouve son envie d'innover, son envie de développer de l'industrie. Les services, je ne critique pas les services, c'est une chose, mais parce que la bataille de l'emploi, c'est pas la bataille de l'emploi, c'est la bataille de l'industrie. C'est pareil dans les services, mais il faut créer d'abord les nouveaux modèles. Donc ça va se faire. Mais n'oubliez pas que SpaceX, si vous le comparez à Ariane, je vais défendre Ariane, c'est aussi dû à la mobilisation des acteurs publics américains qui y croient, qui commandent, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un nouveau modèle. Je ne sais pas s'il marcherait en France. C'est une question qu'on peut se poser. Notre cher président a donné quand même, il a injecté de mémoire ces 4 milliards d'euros pour l'aide à l'innovation vis-à-vis des startups. Oui. Je pense qu'il y a quand même... Et vous pourriez être... En France, on a toujours été quand même... On a créé, vous avez créé le Rafale, on a créé dans des multitudes de secteurs d'activité, on est pionnier et leader. Tout le monde reconnaît ça par rapport aux Français, et comme tout le monde sait ce qu'est un Français, il gueule, il est jamais content. Mais par contre, on est les champions du monde en termes de qualité et d'ingéniosité. Est-ce que, pourquoi pas, Dassault Aviation, le GIFAS, ne pourrait pas voir, vous avez parlé aussi des financements de PPI pour votre plan de soutien vis-à-vis donc des sous-traitants à hauteur de 200 millions. Pourquoi il n'y aurait pas aussi cette vocation à essayer de faire émerger des pépites ou à même essayer d'incuber des pépites pour remettre un petit peu tout ce système-là en place et faire voir ce que nous, les Français, ne savons pas faire, rayonner à travers le monde. Alors qu'on sait très bien rayonner à travers le monde par rapport à la qualité de nos produits. Prenez l'exemple de Dassault Systèmes. Vous voyez, hein, c'était une toute petite entreprise il y a encore quelques temps, avec quelques transfuges de Dassault Aviation, et puis après qui a pris son envol de manière absolument extraordinaire et qui est devenu un acteur majeur des solutions de logiciels industriels, pour ne pas dire l'acteur majeur mondial. Donc quelque part, on voit bien que... Mais il faut des gens qui y croient. Donc effectivement, il faut un projet, il faut un business plan quand même, parce que voilà, il y a un moment donné, on met de l'argent, il faut qu'on croit dans un business plan, on fasse des choix stratégiques. Donc rien ne l'empêche. Nous, Dassault Aviation, je vais vous dire, le problème du moment, c'est d'arriver à préparer le futur. On est très mobilisé sur l'avion du futur, qu'il soit Falcon ou qu'il soit le NGF.
Et donc, notre bureau d'études est relativement fortement mobilisé, et je ne parle pas de tous les travaux qu'on a à faire en termes de développement. On a un bureau d'études très, très occupé. Donc, être capable de se faire aider de certaines startups, oui, on le fait. D'ailleurs, on a des expériences dans le domaine. Thales fait pareil aussi. Ils ont d'ailleurs un incubateur. Donc, oui, la réponse, c'est il faut le faire. Après, il faut que ça marche. Je peux poser une question? Je peux poser une question? Ok, bah, très bien. Ouais. On prendra un peu de temps. On est pour l'innovation, vous le savez. Oui, excusez-moi, vous évoquiez l'annulation de salons les uns après les autres. Est-ce que vous pensez que le salon du Bourget a encore une chance de se dérouler? Alors, avec ma casquette de GIFAS, nous avons ouvert les inscriptions pour le salon du Bourget, si vous voulez venir. La question qui se pose pour beaucoup de participants industriels, donc d'achat de surface, c'est évidemment la question de est-ce que j'y vais, est-ce que je mets de l'argent, est-ce que je ne vais pas perdre mon argent parce que le Covid va repartir. Bon, donc on a un peu de temps encore, pas beaucoup. Nous en tant qu'organisateurs du Salon du Bourget, la SIAE a déjà engagé un certain nombre de fonds. Et vous savez que notre business model, il est sur du long terme dans ce domaine, puisqu'on a des grandes surfaces qui sont mobilisés pour le Salon du Bourget. C'est difficile de dire dans un an ce qu'il en sera. Fanbo, donc, a été entièrement numérique. On voit bien que les salons en ce moment sont plutôt annulés. On va voir le Salon Naval, ce qui va se passer, mais c'est sûr que le Salon Naval, il y a 15 jours, où tout le monde disait il n'y a plus de Covid en France, pas de problème. Si le Covid repart, je lis les journaux comme vous, qui les écrivait. Donc je vois bien que ça recircule un peu et que ça va recirculer un peu plus par l'effet simple des vacances, donc des voyages et d'une certaine relâche dans le domaine des mesures actuelles. Donc faudra voir. C'est le Salon Bourget, c'est dans un an. Moi, il faut se donner rendez-vous à la fin de l'année parce que c'est à ce moment-là qu'on aura des grandes décisions à prendre pour le Salon du Bourget. Si ça restait comme aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Encore faut-il que les autres soient dans la même situation que nous, sinon ils ne viendront pas. Aujourd'hui, si on faisait le Salon du Bourget, les Américains ne viendraient pas. Je ne suis pas sûr que certains Européens viendraient. D'autant plus que aller dans un salon, c'est un coût aussi. Donc la crise économique, financière suit la crise du Covid, c'est un coût. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette année, je ne vais pas faire l'impasse? Voilà. Donc c'est des vraies questions pour nous, GIFAS, parce que c'est des sacrés engagements financiers. Et si c'est annulé, c'est la difficulté de savoir comment on est couvert par une annulation. En réalité, les assurances ne couvrent pas. Oui, bonjour, Chloé Lemarié, Exane BNP Paribas. J'avais deux petites questions. La première sur l'évolution de la R&D. On sent bien que l'enveloppe moyen terme semble plutôt inchangée, mais vous mentionnez des décalages possibles. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu le montant des décalages de 2020 vers d'autres années? Est-ce que le pic qu'on pouvait raisonnablement attendre cette année, c'est plutôt sur 2021 maintenant que vous l'attendez? Et la deuxième question, c'était sur la défense, où vous avez mentionné l'inquiétude de l'industrie sur un décalage de l'export. Est-ce que c'est lié aux difficultés d'avancer dans les discussions quand on ne peut pas voyager, ou est-ce que c'est plutôt des problématiques économiques pour les pays clients? Ok, la première, c'était... Ah oui, R&D. Non, la R&D, je vais vous dire. Je vais vous donner une indication. Les financiers de Dassault vont s'inquiéter. L'indication, c'est qu'on a deux programmes en cours de développement en ce moment. Ça, vous le savez. Un s'appelle le 6X et l'autre s'appelle le NX. J'ai rien dit sur le NX, donc j'ai même pas dit quand est-ce qu'il serait opérationnel. Mais ce que je peux vous dire, et que vous savez, c'est qu'en 2022, on livre le 6X. Donc on arrête le développement du 6X. Donc le pic, il est en ce moment, puisqu'on a deux programmes en parallèle. Ce qui n'était pas logique. Je vous rappelle que le plan, c'était d'avoir un 5X livré en 2017. Et donc après, on avait ce fameux NX. Bon, donc on est en sur R&D autofinancé en ce moment à cause du fait qu'on a deux programmes en parallèle, ce qui est pas normalement la logique. Donc ça va durer au moins jusqu'à 2022. Ça vous dit pas après 2022, mais jusqu'à 2022, vous aurez toujours un haut niveau de développement, sachant qu'en général, un nouveau programme, ça monte en puissance, pendant qu'un programme qui arrive
à sa maturité, ça baisse. Donc vous voyez, vous avez deux courbes, vous pouvez faire vos, entre guillemets, vos simulations, mais il vous manque un certain nombre d'éléments pour faire une simulation précise. Sur la deuxième question, c'était la défense. Décalage export. Pourquoi oui, décalage export. Alors écoutez, décalage export, il y a deux choses. Il y a évidemment, pendant 3-4 mois, même si le téléphone a fonctionné, les pays étaient totalement en train de se mobiliser pour se débattre dans leurs problématiques Covid. Donc ça n'a pas accéléré. Deuxièmement, il y a des conséquences économiques au Covid. Donc, voilà. Donc c'est très difficile de dire tel ou tel pays. Vous voyez, chaque pays a sa problématique et ne sort pas de la crise de la même manière que dans laquelle il y est entré. Donc il va falloir faire cette analyse. Nous, on a l'impression qu'on va faire une analyse maintenant parce que la France est à peu près sortie du Covid, mais enfin, c'est pas tout à fait fini. Vous voyez un peu les plans de relance au niveau européen. Vous voyez, enfin, on est dans un, entre guillemets, un nouveau monde. Donc il va falloir faire cette analyse sur tous les pays. C'est encore un tout petit peu tôt pour le savoir, mais c'est sûr que ça n'accélère pas le mouvement de discussion dans le domaine. Ceci dit, on verra. On est toujours en train... Alors, il n'y a qu'un certain nombre de pays qui accélèrent leur discussion, c'est quand ils sont européens et qu'ils achètent américains. Alors là, il n'y a pas de problème. Oui, concernant le 13 Rafale livré, c'est combien pour l'Inde, combien pour Qatar, s'il vous plaît? Non, si on ne donne pas le détail entre les différents avions en livraison, il n'y a pas de... Non, on livre 13 cette année, il y a Qatar et Inde. Est-ce que je peux me permettre une autre question sur l'aviation d'affaires, parce qu'on a, je pense, beaucoup trop d'acteurs dans ce secteur-là. On a un acteur fortement présent qui est en train de se concentrer sur l'aviation d'affaires, sur Bombardier, qui va céder son activité ferroviaire dans quelques mois. Quelle est votre vision sur le nombre d'acteurs dans ce secteur et votre regard sur la stratégie de Bombardier sur la partie aviation d'affaires? Je vais essayer de ne pas répondre à votre question, mais je préfère être patron de Dassault que de Bombardier ou d'Embraer. Juste par rapport aux conséquences du Covid sur le NGF, vous avez cité un recours au télétravail. Est-ce que vous estimez quand même qu'il y a eu un retard pris par le programme et combien? Oui, il y a eu un retard, forcément, parce qu'on avait prévu des plateaux physiques. On les a plus ou moins substitués, d'où les outils numériques, etc., communs qu'on est en train de bâtir ensemble par des plateaux virtuels. Mais il va quand même falloir faire un peu de vocabulaire moderne de présentiel ou de physique. Et donc, on est en train de le faire. On va simplement diminuer un peu les équipes qui étaient prévues d'être échangées entre Manching et Saint-Cloud. Le gros des équipes devrait plutôt être ici à Saint-Cloud, mais c'est pas du tout la taille d'équipe qu'on avait prévue. Alors, on verra comment l'évolution du Covid va se faire, mais voilà, on va donc accélérer le tube de communication sécurisé entre nous et Airbus, entre Manching et Dassault, avec la volonté aussi de faire des capacités de travailler de manière protégée entre les États et les industriels, ce qui n'est pas tout à fait prévu en ce moment. Voilà. Il y a aussi, dans la révolution numérique qu'on est en train de dire, j'ai dit les grands donneurs d'ordre et leur supply chain. Dans la défense, je dis et les clients. C'est ce qu'on est en train d'ouvrir comme domaine avec nos amis militaires au titre de Ravel, d'être capable d'échanger des données très sensibles entre nous. Et là, ça sera en plus entre Allemands, Français, Espagnols. Donc voilà, il faut qu'on mette à profit cette période-là pour bien bâtir la manière de travailler et les outils pour bien travailler. Question SMS de Giovanni de Briganti, défenseaerospace.com. Quand a été soumise la dernière offre des industriels pour le drone MAL européen et y a-t-il eu une réponse des États? La dernière offre qui a été soumise, elle doit dater d'aujourd'hui, de ce matin, de Dassault vers Airbus, et donc de Airbus vers Ocar dans les heures qui viennent. C'est la dernière. Après, il y en a eu un certain nombre avant. Hein. Donc voilà. Mais c'est normal, on est dans une négociation, donc l'offre s'améliore, vu de notre fenêtre ou vu de l'Ocar, de jour en jour.
Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je souhaite à ceux qui ont la chance de partir en vacances de bonnes vacances, un bon repos et puis prêts pour de nouvelles aventures à la rentrée. Merci à vous et à bientôt.